Chers amis, c'est une gageure que de vous parler de l'actualité du satanisme en 55 minutes, mais chacun des conférenciers dira la même chose et ce n'est certainement pas ni le Père Joseph ni l'abbé Beauvais qui me contradiront. Donc, je vais essayer de synthétiser tout ça aussi vite que possible. Si je ne vais pas vous dresser un historique du satanisme, je tiens néanmoins à vous rappeler quelques faits pour que vous ayez bien conscience que le satanisme n'est pas non plus un fait constaté de façon récente. Il a bien sûr accompagné d'une façon ou d'une autre l'histoire de l'humanité dans toutes les civilisations, mais en France, on se souviendra tout particulièrement qu'il y eut en l'an 1440 le procès de Gilles de Rais après découverte de messes noires auxquelles il participait et qui aboutissaient à des meurtres d'enfants. Plus tard, on se souvient que sous Louis XIV, il y eut un autre scandale qui impliqua Madame de Brinvilliers, la voisin, et Madame de Montespan, favorite du roi. Avec Madame de Brinvilliers, il y eut aussi l'abbé Étienne Guibourg. Tous furent impliqués dans un scandale de messe noire avec, là encore, des sacrifices humains. C'est donc pas quelque chose de récent. Mais néanmoins, nous allons voir au fur et à mesure de cet exposé qu'il y a des faits qui changent complètement la donne. C'est l'officialisation du satanisme. C'est que ce qui était autrefois caché, occulte, est de plus en plus assumé, a de plus en plus pignon sur rue, a des droits de plus en plus officiels. On peut constater que sur les 30 dernières années, le développement du satanisme a démarré, comme pour beaucoup d'autres mots, aux États-Unis. En février 1991, le Monde diplomatique publiait d'ailleurs un grand dossier sur l'essor de la violence satanique aux États-Unis. C'était le titre du dossier. On y constatait, on y faisait référence à des dossiers de la police américaine prenant dimension de cet essor de la violence d'origine satanique. Les phénomènes ont commencé à se multiplier à partir de 1989 avec des découvertes régulières de cadavres dépecés. Au Nouveau-Mexique, on parlait de chaudron du diable, je cite un dossier de police, dans laquelle surnageait une mixture de cervelle et de sang humain mélangée à une tête de chèvre, symbole satanique, et à des bâtons de drogue. Et lorsque la police interrogea les chefs de gang qui étaient impliqués dans ces sacrifices, ils répondirent « c'est notre religion ». On a vu que aux États-Unis, ce satanisme s'est développé dans les milieux initialement d'origine sud-américaine, d'origine afro-caribéenne, qui pratiquent bien sûr le vaudouisme. On a vu que dès les années 90, ça s'est accompagné aussi de phénomènes de cannibalisme, et c'est un phénomène récurrent dans l'histoire du satanisme et de plus en plus dans le développement de pratiques satanistes de par le monde. Mais la police aux États-Unis fut à tel point confrontée dès les années 90 par cet essor du satanisme qu'il fallut officiellement mettre en place des cellules
policière d'étude du satanisme, qu'il fallut que des experts de police soient délégués à ne traiter que les cas de crimes sataniques. Pour comprendre cet essor du satanisme et le lien qui peut être fait avec, bonjour monsieur l'abbé, avec des faits qui s'étendent en Europe, le satanisme s'est particulièrement développé aux États-Unis avec les fêtes d'Halloween. À partir de 1988, des cimetières ont commencé régulièrement à être profanés aux États-Unis. Lorsque l'on parle d'Halloween en France, on entend régulièrement que les gens nous regardent avec un sourire en coin lorsque nous évoquons le lien entre Halloween et le satanisme. C'est perçu comme si nous étions des esprits fermés qui n'avaient pas conscience que tout ça était du second degré. Mais les faits sont là. Les experts de police aux États-Unis qui ont dû étudier le développement des crimes sataniques ont immédiatement perçu les liens entre le développement de la fête d'Halloween aux États-Unis et les crimes sataniques. Il faut maintenant que vous reteniez quelques noms qui vont revenir comme une espèce de fil conducteur à travers les décennies pour expliquer l'espèce de doctrine sataniste. L'un des noms les plus importants que vous devez retenir est celui du mage Aleister Crowley. Aleister Crowley a vécu de l'an 1875 à l'an 1947. Il fut un écrivain, il fut surtout un occultiste qui, au bout de quelques années, s'est fait graver la marque 666 sur le front, qui était membre d'un ordre occulte satanique qui s'appelait la Golden Dawn, en Angleterre. Et cette secte satanique, la Golden Dawn, comptait déjà immédiatement dans ses rangs la sœur de Bergson, l'écrivain philosophe, le poète Butler Yeats, l'écrivain Algernon Blackwood et le mathématicien Bennett. Et c'est un phénomène que l'on va aussi observer de façon régulière, c'est que les sectes sataniques ont réussi, à travers le temps, à attirer la sympathie et l'adhésion de gens occupant des places de premier rang dans le monde du pouvoir politique, dans le monde des affaires, dans le monde du spectacle et du divertissement, dans le monde des sciences. Lorsque Aleister Crowley est décédé en 1947, il y eut un ralentissement de la propagande satanique jusqu'à l'émergence, en 1967, d'une nouvelle secte satanique aux États-Unis, fondée par Anton LaVey, un ancien dompteur de Lyon, qui créa l'Église de Satan. Cette Église de Satan, très vite, eut comme objectif de d'abord séduire des gens du milieu d'Hollywood, du milieu du show business. Et il y eut très vite entre cette secte de l'Église de Satan des relations avec des gens comme le chanteur noir Sammy Davis Jr. ou l'actrice de cinéma Jane Mansfield. Et vous voyez, ce n'est pas innocent pour ces sectes sataniques de porter un tel intérêt au monde d'Hollywood, au monde du show business. Parce qu'évidemment,
quoi de mieux pour frapper les esprits, quoi de mieux pour populariser le satanisme que d'utiliser et le monde du cinéma, et le monde du spectacle, et le monde de la chanson. Et on le voit aujourd'hui, bien sûr, abondamment avec les clips musicaux de toute une série de vedettes de ce qu'on appelle encore la chanson. En 1973, pensez, nous sommes en 2023, pensez donc au temps depuis lequel ces sectes sataniques travaillent et s'ancrent et s'implantent. En 1973, l'Église de Satan annonçait avoir des représentants dans quasiment tous les États des États-Unis et rassembler une dizaine de milliers de disciples sur les États-Unis. On pourrait dire que c'était de la propagande, mais néanmoins, lorsque l'on voit comment ils ont entretenu les relations avec le monde du show business, il est certain que leur notoriété était importante. Et que cette notoriété et cette publicité en faveur du satanisme a contribué à d'autres crimes qui restent dans les mémoires, comme ce crime rituel satanique commis par les adeptes de la secte de Charles Manson. Ça vous dira peut-être quelque chose. Il y eut un crime totalement abominable qui a ciblé l'actrice Sharon Tate qui venait de tourner dans un film d'horreur. Elle était l'épouse du cinéaste Roman Polanski. En son absence, les adeptes de la secte satanique sont entrés dans la propriété et ont mis à mort l'actrice Sharon Tate, mais d'une façon bien particulière. Elle était enceinte, ils lui ont ouvert le ventre et lui ont retiré l'enfant des entrailles. C'est resté un fait marquant du satanisme. On pourrait penser que cela suffisait à définitivement faire considérer que le satanisme ne devait pas connaître d'autres retentissements que chez des psychopathes. Pensez-vous. Je vais maintenant essayer de vous montrer à quel point, sans doute pour votre plus grande surprise, le satanisme est officiellement reconnu au Royaume-Uni et aux États-Unis. Premier fait marquant, en 2004, sur base d'une plainte d'un militaire de la Royal Navy qui réclamait de pouvoir pratiquer le rituel satanique comme une autre religion sur le vaisseau de guerre sur lequel il était affecté, la Royal Navy a reconnu le droit pour les satanistes de pratiquer les rituels sataniques sur les navires de guerre. Mais cela ne s'est pas limité à la Royal Navy. L'US Navy a réalisé la même chose en 2019 à la demande d'un groupe d'aspirants officiers qui demandaient non seulement le droit de pratiquer le satanisme dans l'exercice de leurs fonctions militaires, mais aussi de pouvoir avoir accès aux lieux de conférences pour pouvoir faire propagande en faveur du satanisme auprès des autres aspirants officiers, et cela leur fut accordé en 2019. Mais mieux que cela, comprenez-moi, c'est pire que cela. C'est que en 2019, toujours, au mois d'avril, le temple satanique, qui est donc une secte satanique qui s'appelle ainsi, il y a eu d'abord
l'Église de Satan, et puis il y a eu l'émergence d'une nouvelle secte satanique créée en 2013 qui a connu beaucoup plus d'essor que l'Église de Satan. Eh bien, créé en 2013, le temple satanique a acquis, en avril 2019, le statut officiel de religion reconnue par les États-Unis. Qu'est-ce que cela implique? Que depuis 2019, la secte, le temple satanique, a droit d'installer des monuments dans l'espace public. Donc par exemple, de grandes statues de Baphomet, la représentation diabolique avec une tête de bouc. Ça veut dire aussi que ils ont été en droit d'organiser, par exemple, dans le siège du gouvernement de Floride, l'installation d'une contre-crèche satanique à Noël. Donc, dans le bâtiment du gouvernement de Floride, le temple satanique a installé une crèche dont les personnages étaient tous sataniques. C'était une contre-crèche, mais pour y arriver, sur qui ont-ils pu compter? Sur un groupe d'avocats d'une association de laïcistes, l'Americans United for the Separation of Church and State, et c'est donc au nom de la liberté religieuse et de l'égalité de traitement entre les croyances que les satanistes ont pu installer cette crèche dans le siège de l'État de Floride entre le 22 et le 29 décembre 2014 déjà. Pour vous montrer que les choses empirent de façon singulière, il y a quelques jours à peine, le gouverneur du Nouveau-Mexique a modifié la ligne téléphonique de l'État du Nouveau-Mexique qui s'adresse aux femmes enceintes se posant des questions sur l'avortement. Vous savez, c'est très à la mode, les États, les institutions proposent aux femmes qui se posent des questions sur l'avortement des accompagnements, c'est le principe du planning familial. Mais figurez-vous que pour l'occasion, il y a quelques jours, le gouverneur du Nouveau-Mexique a pris la décision de transférer cette ligne téléphonique vers la clinique d'avortement du temple satanique. Car au Nouveau-Mexique, la secte du temple satanique a ouvert sa première clinique d'avortement, sa première clinique de rituel d'avortement. Et le gouverneur du Nouveau-Mexique renvoie désormais les femmes qui se posent des questions sur l'avortement vers cette clinique d'avortement rituel du temple satanique. Figurez-vous aussi que, puisqu'ils ont pignon sur rue, le temple satanique bénéficie de bienfaiteurs très généreux, de millionnaires, qui permettent à leur secte d'afficher sur des panneaux de 15 mètres carrés des appels à pratiquer l'avortement rituel au nom de la liberté religieuse. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont même désormais accès aux écoles. Le temple satanique a obtenu de pouvoir organiser des activités
auprès des enfants dans les écoles de plusieurs États. Ils ont développé pour ça l'After School Satan Club, qui propose aux enfants, dès le plus jeune âge, des récréations avec albums de coloriage à thème satanique et réunions autour d'un pentagramme. Et c'est officiel, c'est validé, c'est reconnu. J'ajoute, c'est un parallèle qui n'est pas inutile de souligner que si les satanistes américains font appel à la liberté religieuse pour réclamer le droit au rituel d'avortement, il s'est trouvé en 2023 également des groupes juifs revendiquant à leur tour l'avortement comme une liberté religieuse. On peut notamment citer la congrégation Eldor Vador, on se croirait dans la guerre des étoiles, qui affirme que la loi juive exige parfois un avortement et donc que la nouvelle loi empêche les juifs de pratiquer leur religion. La plainte déposée dans l'État de Floride stipule explicitement que la loi locale interdisant l'avortement menace le peuple juif en imposant les lois des autres religions aux juifs. Si les catholiques pouvaient en dire autant. Mais le temple satanique ne se limite pas à affirmer que l'avortement est un rituel. Depuis février 2023, le temple satanique fait également campagne pour le rituel d'affirmation de genre. Ils organisent donc des cérémonies, rituels sataniques en faveur de la transformation de genre, de la théorie du gender. Du reste, on notera que le temple satanique explique lui-même qu'au moins la moitié de ses adhérents sont issus de la communauté LGBTQI+. Au moins la moitié des adhérents du satanisme aux États-Unis sont des membres du lobby LGBT. Je traiterai maintenant des liens entre le satanisme et la pédocriminalité, et vous remarquerez que je m'astreins à ne citer que des faits vérifiables. Je ne veux pas entrer dans des rumeurs, dans des sujets qui ont été parfois évoqués mais jamais vérifiés. Tout ce que je vous cite, vous pourrez le retrouver de façon sourcée. En février 2014, la presse britannique a fait état d'un scandale satanique impliquant un député pédophile. Et c'est important de noter régulièrement cette interaction entre le monde des puissants et la pédocriminalité. On ne peut pas comprendre le phénomène de la pédocriminalité si on ne comprend pas qu'il est destiné à avoir une emprise sur les puissants et que les puissants vont ensuite se nourrir du satanisme pour espérer progresser dans leur milieu d'influence. Donc, en 2014, la presse britannique a rendu public le fait que le député Cyril Smith avait participé à des rituels sataniques comprenant des viols d'enfants âgés de 2 à 6 ans. Et la presse britannique soulignait que ces abus au cours de messes noires et d'adoration du diable s'étaient faits avec, pour le moins,
des amis très proches de Jimmy Savile. On ne nous dira donc pas de façon claire si Jimmy Savile a participé à ces messes noires-là avec abus d'enfants de 2 à 6 ans, mais je vois qu'une part d'entre vous connaît le nom de Jimmy Savile. Jimmy Savile était un animateur de la BBC, très connu. Il a été un animateur pendant plusieurs décennies. Il est aujourd'hui décédé, comme le député pédophile Cyril Smith en question. Mais si la BBC a couvert ces méfaits, finalement, à un moment, les dossiers ont éclos, faisant apparaître que pendant près de 40 ans, Jimmy Savile a profité de sa place au sein de la BBC pour abuser d'adolescents et d'enfants sexuellement. Donc, le député Cyril Smith, député pédophile sataniste, était un très proche de Jimmy Savile. Jimmy Savile lui-même, impliqué dans des dossiers de pédophilie, les condamnations n'ont pas abouti parce qu'il est décédé avant les condamnations. Mais Jimmy Savile lui-même, ami du nouveau roi d'Angleterre, enfin du nouveau roi du Royaume-Uni. Ils avaient participé à de nombreuses grandes festivités ensemble, et Charles, au temps où il était prince, soulignait sa grande amitié intime, personnelle avec Jimmy Savile. Notons qu'au niveau de la BBC, il n'y a pas une année qui passe sans qu'il y ait un nouveau scandale impliquant des pontes de la BBC dans des scandales pédophiles. Ça semble être quasiment une marque de fabrique. Et il faut souligner que donc, pendant plusieurs décennies, la direction de la BBC a systématiquement étouffé toutes les affaires de ces animateurs impliqués dans des dossiers de pédophilie. Autre affaire de pédocriminalité à thème satanique, je veux évoquer devant vous le cas de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Souvenez-vous que Pierre Berger, compagnon, entre guillemets, d'Yves Saint-Laurent, a été le principal financier pendant plusieurs années du Parti socialiste. Qu'il a été l'un des mécènes des spectacles blasphématoires contre lesquels nous avons manifesté durant les années 2011-2012, Golgotha Picnic et sur le concept du visage du Fils de Dieu. Je vais vous rappeler que Pierre Berger était un très important actionnaire de nombre de titres de la presse française. Or, Pierre Berger, si le fait qu'il ait inverti n'était un secret pour personne, Pierre Berger n'était pas simplement un inverti. Pierre Berger était un amateur de pratiques sexuelles à caractère occulte, dont une part des méfaits ont été notamment révélés dans le livre Saint-Laurent et moi, une histoire intime, par un certain Fabrice Thomas, qui fut un compagnon de chambrée de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent. Dans ce livre, dont je ne vous conseille pas la lecture tant il est repoussant, on apprend notamment tous les aspects les plus abominables de formes d'esclavagisme sexuel à caractère occulte, pratiquées par ces gens-là. Mais plus significatif encore,
et c'est d'ailleurs un élément qui est apparu dans un reportage que leur a consacré la chaîne Arte, pourtant une chaîne officielle, dépendant de budget franco-allemand. La chaîne Arte a consacré un reportage aux dessins d'Yves Saint-Laurent. Les dessins. Yves Saint-Laurent était, à ses heures perdues, non pas simplement quelqu'un qui dessinait des robes ou des tailleurs, mais quelqu'un qui dessinait aussi des abominations sadiques sur enfants, dans des pratiques de magie noire. Or donc, cela a fait l'objet d'une bande dessinée publiée aux frais d'Yves Saint-Laurent, La vilaine Lulu. Or donc, dans cette bande dessinée, Yves Saint-Laurent dessine des meurtres d'enfants, des découpages d'enfants, dans des cadres de messe noire avec préalablement pédocriminalité, et à la fin de la bande dessinée, en lettres rouges, sang, Yves Saint-Laurent termine par « Toute ressemblance avec des personnes qui existent ou qui ont existé est parfaitement voulue, toutes ces aventures ont été tirées de faits réels. » Les scandales pédocriminels touchent tous les continents et touchent aussi, je tiens à le souligner ici, les pays musulmans, parce que certains pensent parfois que l'islam les préserve de tout cela. Au mois de mai, un nouveau procès s'est ouvert à Tanger dans le cadre d'un dossier mêlant satanisme, pédophilie, crimes rituels et cannibalisme. Les enfants qui témoignent à la barre avaient entre 4 ans et 11 ans au moment des faits. Des dizaines de personnes sont citées dans le dossier, dont des policiers et dont évidemment des personnalités plus influentes dont la presse tait le nom tant que le procès n'a pas connu son issue. Mais l'affaire est suffisamment sérieuse pour qu'il y ait même eu, dans les locaux même de la cour d'appel, une tentative de kidnapping des enfants pour empêcher qu'ils puissent témoigner plus avant. Et ce qui est significatif, alors je vais simplement vous faire état de quelques témoignages de ces enfants. Donc ils évoquent des orgies sexuelles, des viols, des rituels sataniques, disent que les participants portaient parfois des capes et des masques, qu'ils prononçaient des blasphèmes en crachant à terre, qu'ils consommaient, écoutez bien cela, même si je suis désolé de devoir aller aussi loin dans les détails, qu'ils consommaient des breuvages d'excréments humains, de sang et de sperme. Et ceci est une caractéristique particulière d'un rituel mis au point par Aleister Crowley, dont je vous ai parlé précédemment. Et ceci, j'en parlerai dans une seconde, s'est retrouvé également dans les cercles du pouvoir américain, en présence de conseillers directs d'Hillary Clinton pendant la campagne durant laquelle elle se présentait à l'élection présidentielle. Je continue rapidement sur les témoignages de ces enfants. Au-delà de ces faits dont je vous ai fait état, les enfants ont témoigné de scènes de cannibalisme pratiquées sur des corps humains
et d'obligation pour les enfants d'y participer, en même temps que de s'abuser les uns les autres. Et il y a aussi une particularité propre à l'islam qu'il est intéressant de connaître, c'est qu'il y a dans les traditions de l'islam la conception de ce qu'ils appellent les houris. Les houris sont des enfants qui auraient des marques caractéristiques particulières recherchées par les satanistes pour le rituel. Et notamment sont recherchés les enfants nord-africains, maghrébins, aux cheveux blonds et aux yeux clairs, qui sont considérés comme ayant des traits indispensables à l'efficacité de certains rituels de sorcellerie. On leur accorde, durant les rituels, une vie plus longue que les autres enfants que l'on peut sacrifier immédiatement, parce que ces enfants-là sont rares. Ils sont à tel point recherchés que certaines mères aux caractéristiques génétiques qui permettent de penser qu'elles donneront naissance à des enfants blonds aux yeux clairs sont payées pour mettre au monde des enfants qui serviront uniquement à ces rituels sataniques. Je vous cite un autre fait, c'est important que vous ayez une multitude de faits qui corroborent, ce ne sont pas des faits isolés, je ne vous raconte pas des choses qui sont exceptionnelles. En mai 2023, le journaliste spécialisé Romain Molina a réalisé une vidéo sur les rites vaudous sataniques pratiqués sur des enfants pour assurer la réussite de certains joueurs de football africains. Et il disait que dans le monde des journalistes sportifs, il est très connu que le père d'un joueur de foot africain très connu a fait pratiquer des sacrifices d'enfants en Afrique pour assurer l'essor de la carrière de son fils. Et ce phénomène n'est pas exceptionnel. Je vais vous signaler un autre fait pour mettre tout cela en corrélation avec le mondialisme et le Forum économique mondial de Davos. Figurez-vous que dans tous les thèmes abordés pour répondre aux questions du réchauffement climatique, il s'est trouvé officiellement, publiquement, explicitement, un chercheur de l'école d'économie de Stockholm pour proposer de recourir au cannibalisme. Eh oui, en octobre 2022, Magnus Söderlund, chercheur de l'école d'économie de Stockholm, s'est mis à travailler sur une étude intitulée « Vous imaginez-vous manger de la chair humaine ?» le cannibalisme étant envisagé comme une issue pour sauver la planète de ses problèmes. Mais, me direz-vous, c'est un fou, isolé? Non, pensez-vous. À la suite de la mise en place de cette étude, l'université de Brighton a mandaté des anthropologues pour étudier les qualités nutritionnelles de la chair humaine. C'est ça aussi, Davos. Maintenant, je vais vous parler d'autres phénomènes, tous liés les uns aux autres. C'est l'utilisation du sang jeune. On a beaucoup parlé dans les médias récemment en France de l'adrénochrome. Et il a notamment été question du fait que cela pouvait être une espèce de drogue, qu'il s'agirait donc
de sacrifier des enfants, de les torturer, pour que, sous l'effet de la panique, le sang que l'on extrait à ce moment-là de ces enfants contienne une particularité qui est des effets quasiment hallucinatoires. La véracité de ce fait est très contestable. La première fois qu'il a été fait état du terme adrénochrome de façon publique, c'est dans un roman. Et donc, les opposants ont bon jeu de dire que tout cela n'est qu'une fable. Mais, si l'on fait donc abstraction du mot adrénochrome, on peut trouver une autre expression, plus scientifique celle-là, parabiose hétérochronique. Et sous cette appellation scientifique de parabose hétérochronique, l'on observe là qu'il existe toute une littérature scientifique depuis les années 1950 sur les expériences de bénéfices obtenus par consommation de sang jeune ou par transfusion de sang jeune. Dans les années 50, des expériences ont débuté sur des souris. On a pris une souris jeune et une souris vieille et on a inversé leur sang. Et les scientifiques ont constaté bel et bien que la souris vieille se régénérait au fur et à mesure qu'elle recevait le sang de la souris jeune. En même temps, la souris jeune, recevant, elle, le sang de la souris vieille, se recroquevillait. Mais, me direz-vous, tout cela n'est sans doute resté qu'à l'état d'expérience animale, pensez-vous. Lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur la question de l'adrénochrome et que je suis tombé sur les explications sur la parabiose hétérochronique, je suis d'abord tombé sur une vidéo que j'ai publiée ensuite sur Mediapresse Info, et figurez-vous que depuis, elle est systématiquement effacée de tous les serveurs. On y voyait, lors d'un débat télévisé, l'ancien animateur de télévision Antoine Decaune être en face d'un médecin qui parlait de parabiose hétérochronique. Il disait, oui, le juste terme, disait ce médecin, c'est parabiose hétérochronique. Et Antoine Decaune témoignait, ah mais bien sûr, je connais ça, j'ai plusieurs personnalités que je connais qui vont en Suisse pour pratiquer cette parabiose hétérochronique. Cela ne suffisait pas pour que ce soit définitivement une preuve. J'ai donc cherché dans la presse et je suis tombé dans un dossier publié par le magazine belge Le Vif, L'Express, qui fait partie du même groupe que le magazine français L'Express. On y consacrait tout un dossier au milliardaire Peter Thiel. Peter Thiel, je vous situe, personnalité très importante au Forum économique mondial de Davos, systématiquement participant, intervenant régulier, quasiment tous les ans, fondateur et propriétaire du système de paiement en ligne PayPal. Eh bien, et accessoirement financier des recherches sur le transhumanisme, la boucle est bouclée, eh bien, figurez-vous que ce monsieur Peter Thiel finance aussi des programmes de recherche sur la parabiose hétérochronique. Et qu'il a accepté de rencontrer un journaliste pour une interview. Et qu'au bout de l'interview, lorsque le journaliste a enfin écrit son papier, il écrit « S'il y a une chose qui excite Peter Thiel,
c'est la perspective de transfuser le sang de jeunes personnes dans ses propres veines. Ce mythe-là, il est l'objet de recherches qui coûtent des millions d'euros. Encore une fois, vous êtes systématiquement dans des activités qui ont un aspect satanique et qui est lié directement à des puissants de ce monde. Mais je ne voudrais pas me limiter à citer un magazine belge, je cite donc le journal Le Monde. Parce que Le Monde, figurez-vous, lorsqu'il a été question de l'adrénochrome et de sang jeune dans une émission de Cyril Hanouna, a publié immédiatement un article pour dire « Encore un coup des complotistes ! Tout ça n'existe pas ! C'est de l'invention !» Alors j'ai été creuser un peu et je suis tombé sur un journal Le Monde du 10 juin 2014. Les journalistes ont la mémoire courte, n'est-ce pas? Qui parlait du sang comme un élixir de jouvence et des recherches menées sur les effets du sang jeune. Et là, je cite le journal Le Monde, c'est trop intéressant que de signer une source aussi fiable, n'est-ce pas? Certaines stars du rock se sont laissées tenter par des transfusions pour rajeunir. Donc le journal Le Monde, qui en 2023 dit « Mais tout ça n'a jamais existé », écrivait en 2014 qu'il avait connaissance que les stars du rock, les millionnaires du showbiz, se font transfuser du sang jeune. Et qu'est-ce qu'on entend par du sang jeune? Pour que le sang jeune soit, selon les expériences, efficace, il faut qu'il provienne d'un individu qui a maximum 25 ans. Après, votre sang ne sert plus à rien. Il ne rajeunira absolument pas les milliardaires et les maîtres de ce monde. Mais il faut aussi préciser que plus il est jeune, plus il régénère les maîtres du monde. Et que donc, évidemment, il est beaucoup plus intéressant de se faire transfuser le sang d'un jeune enfant que celui d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 22 ans. Alors, là, ce n'est pas un fait, mais c'est une question. Tous les ans, depuis que M. George Soros et ses amis ont financé l'immigration massive sur le continent américain et le continent européen, tous les ans, il disparaît environ 85 000 enfants. Tous les ans. Alors, on peut bien considérer qu'il y en a 1000 qui disparaissent parce qu'ils sont envoyés chez les tantes, les oncles, pour passer sous les radars. 80 000 tous les ans, c'est quand même un peu beaucoup pour passer sous les radars. Que deviennent ces enfants? Et je mets cela en corrélation avec une autre question. Si les milliardaires payent des savants à coups de millions pour mener des expériences sur la transfusion de sang jeune, où vont-ils trouver les jeunes enfants? Et je vous laisse imaginer la réponse. Je cite aussi Elon Musk. Je pense que c'est important de parfois tordre le cou à des rêves qu'ont certains de trouver en le milliardaire Elon Musk le milliardaire de la défense de la liberté d'expression, le milliardaire antimondialiste, celui qui va être le bouclier contre les Soros, les Davos et les Zuckerberg. Première chose, ayez toujours en tête qu'Elon Musk n'est pas simplement devenu le propriétaire de Twitter, Elon Musk est le propriétaire de Neuralink. Et Neuralink est l'entreprise qui travaille depuis des années sur le puçage des cerveaux, qui est évidemment directement lié au développement de l'intelligence artificielle. Pour faire fonctionner le puçage des cerveaux,
il faut évidemment que l'intelligence artificielle soit la plus développée possible et que les antennes de transmission soient effectivement les plus efficaces possibles. Il va sans dire que ce n'est pas la 5G, c'est la 6G. Hein. On est déjà aujourd'hui largement dans les travaux de préaboutissement de la 6G qui doit permettre la réalisation du transhumanisme. Et par le fait même, le fonctionnement de puces dans le cerveau. Donc, Elon Musk est le patron de Neuralink. Neuralink travaille sur le puçage des cerveaux. Elon Musk achète Twitter et annonce « Réjouissez-vous, bonnes gens, la liberté d'expression est de retour ». Et quelques semaines après, Elon Musk nomme une présidente directrice générale. Et il va la chercher où? Dans les cadres éminents du Forum économique mondial de Davos. C'est une conférencière et membre du corps des directoires du Forum économique mondial de Davos qui est devenue PDG de Twitter. Et qui, lors de la dernière édition du Forum économique mondial de Davos, parlait bien sûr de la façon de bien tenir en laisse les réseaux sociaux. Et notez la chronologie. À partir du moment où Elon Musk nomme cette dame comme président directeur général de Twitter, Elon Musk obtient aux États-Unis l'autorisation de la FDA, l'autorité américaine chargée des autorisations en matière de médicaments, de commercialisation de médicaments ou d'expérimentation sur animaux ou sur humains. Elon Musk obtient à ce moment-là l'autorisation de la FDA de pouvoir débuter les expérimentations de puçage sur des êtres humains. Jusqu'à présent, elles n'avaient été faites que sur des singes. Elon Musk vient d'obtenir, quelques jours après avoir nommé PDG cette dame du Forum économique mondial de Davos, l'autorisation d'entamer les expériences sur des êtres humains de puçage des cerveaux. Je rappelle quand même que les expériences sur les singes ont donné lieu à des scènes abominables où les singes se sont automutilés, se sont arrachés avec leurs pattes les puces et en sont morts. Ils ont fait éclater leur cerveau, etc. Des scènes totalement abominables. Donc voilà un autre visage d'Elon Musk. Je suis évidemment... je dois absolument, désolé, avancer, et c'est terrible dans ces moments-là. Je voudrais souligner quand même... Voilà. Je vous avais parlé tout à l'heure de cette mixture excréments sans sperme consommé. Je suis désolé de revenir sur ce sujet-là. Cela a un nom. En termes de satanisme, cela s'appelle le spirit cooking. Figurez-vous que en 2016, aux États-Unis, toute la jet-set hollywoodienne, du monde des affaires et du monde de la politique, s'est retrouvée autour d'une soirée spirit cooking organisée par Marina Abramović. Marina Abramović, elle est présentée dans les médias bisounours comme une performeuse. Un mot qui veut tout dire et rien dire. En réalité, Marina Abramović est une sataniste, une éminente sataniste, pourrait-on dire, dans leur milieu. Elle a travaillé pour Bill Gates, pour Microsoft, et pas comme caissière ou comme réceptionniste. Elle a travaillé à un haut poste chez Bill Gates, chez Microsoft. Et donc, lorsqu'elle a organisé cette soirée de spirit cooking, elle a elle-même expliqué que ça se réfère à un sacrement dans la religion de Téléma qui a été fondée par Aleister Crowley. Et
participaient, entre autres, toute une série de vedettes de la chanson, Lady Gaga, etc. Mais je citerai un nom politique important, c'est John Podesta. John Podesta était à ce moment-là le directeur de campagne d'Hillary Clinton, en pleine campagne des élections présidentielles américaines. Je rappelle aussi que, quel hasard, quelle coïncidence, en avril 2020, Lord Jacob Rothschild s'est fait prendre en photo avec la grande prêtresse satanique Marina Abramovich au Royal Academy of Art devant la toile intitulée « Satan convoque ses légions ». On a les goûts de photos qu'on veut, évidemment. Autre fait, là je dois accélérer, donc, en Ukraine, ça nous rapproche d'une autre actualité, figurez-vous que en mars 2022, Oleksiy Arestovitch, conseiller politique du président Zelensky, a demandé officiellement aux sorcières et aux mages de Kiev de faire un rituel contre Poutine. Ce à quoi ont répondu les sorcières ukrainiennes le 31 mars, 29e jour lunaire, jour des malédictions et des sorts. Nous, sorcières ukrainiennes, en coopération avec nos collègues étrangers, allons faire un rituel de punition de l'ennemi du peuple ukrainien, Vladimir Poutine. Un premier cercle de 13 sorcières a été réuni. Mais en France aussi, il y a une sorcière, Marlène Schiappa. Souvenez-vous, c'était en novembre 2019, la presse a publié une tribune signée par 200 femmes. Ces tribunes étaient intitulées « Sorcières de tout pays, unissons-nous ». Elle était entre autres signée par Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin et toute une série de vedettes de la télévision, du showbiz, etc., mais aussi par Marlène Schiappa. Et évidemment, beaucoup se sont dit « Oh, mais tout ça c'est du second degré, encore une fois. Elle ne parle pas vraiment de sorcellerie, c'est une façon d'attirer l'attention pour des propos féministes. » Sauf que Marlène Schiappa, le 4 octobre 2019, a accordé une interview au magazine féminin Elle, dans lequel elle parle de sa passion pour la sorcellerie. Et elle explique ouvertement qu'elle a une approche de la sorcellerie et qu'elle pratique ça avec des amis. Et que cela a des résultats. Voilà. Vous avez une sorcière au gouvernement. J'aurais tellement de choses à vous dire que c'en est démoralisant. Je veux quand même signaler le cas de Boris Johnson. Vous vous souvenez tous de Boris Johnson qui a été Premier ministre britannique. Mais personne n'a parlé de sa compagne. Boris Johnson a toujours pour compagne Carrie Simons. Bien, figurez-vous que Carrie Simons, qui a quand même été porte-parole du Parti conservateur britannique, a encore en 2018 participé à une pièce de théâtre satanique sur un scénario de Crowley et qu'elle est elle-même descendante directe d'un écrivain admirateur de Crowley qui a publié une thèse sur Crowley. C'est quand même pas rien que l'épouse du Premier ministre britannique, porte-parole du Parti conservateur britannique, ait participé à des spectacles sur base d'un scénario de Crowley. Nul doute que Pierre Hillard y fera mention, mais certains ont une naïve considération pour Alexandre Douguin. En 1995, lors d'un concert organisé à Saint-Pétersbourg pour soutenir la candidature d'Alexandre Douguin à la Douma pour le Parti national bolchevique,
La soirée s'est faite avec des croix tournantes et donc à plusieurs moments inversées, des invocations à Lucifer et à Satan, puis une lecture par Alexandre Douguin des 2 premiers chapitres d'Ararita, qui est l'un des livres d'Aleister Crowley, considéré comme l'un des livres référents de rituels d'Aleister Crowley. Et ce n'est pas quelque chose que Pierre Hillard a sorti de son imagination. La vidéo existe où vous pouvez tout voir en grand format. Je vous rappelle aussi que la France octroiera très probablement 7 millions d'euros de subventions pour la gardienne des ténèbres du Hellfest, un monstre mécanique destiné à l'espace enfant au Hellfest. 7 millions d'euros de subventions sont prévus de la part de la région, du département, de la mairie. Et au Hellfest dernier, il y avait nombre d'élus qui ont participé. Et ne croyez pas que c'est que les gauchistes. Vous aviez la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet, élue d'hiver droite, qui s'est fait photographier faisant avec la main le signe des cornes du diable. Photo publiée par toute la presse des lieux, avec des maires de la région. Une toute dernière citation, Juan Branco, qui est un avocat des Gilets jaunes, est souvent aussi naïvement considéré comme du coup un rebelle, un dissident. Les quelques images qui ont été tournées et qui, comme par hasard, ne sont plus du tout disponibles non plus sur YouTube, du cabinet d'avocats de Juan Branco, sont pleines de peintures qui toutes ont trait à Baphomet et au satanisme. Mais Juan Branco est surtout un ami de longue date de Bernard-Henri Lévy, et là je ne peux que vous relire une citation de Bernard-Henri Lévy en 1978 au cours d'un débat télévisé. Qu'est-ce que Satan? Satan, c'est Lucifer, c'est l'intelligence, la clairvoyance. Il est urgent de réhabiliter Judas en raison de la présence de Satan en lui. Bon, je suis contraint de vraiment conclure, sinon on va me rappeler triplement à l'ordre, mais ayez en tête que les plus puissants du monde, réunis dans des organes tels que les Skull and Bones, le Bohemian Club, je vous rappelle que tous les présidents des États-Unis participent au Bohemian Club, et que le Bohemian Club se réunit dans une forêt au cours de laquelle ils ont un rituel devant une statue de hibou géant qui ressemble à une espèce de Moloch. Tous les présidents des États-Unis, depuis plusieurs décennies, participent annuellement à ce rendez-vous du Bohemian Club, dans une forêt qui, durant le rituel, est entièrement gardée de policiers fédéraux et de militaires pour que personne ne puisse y pénétrer. Je vous rappelle que le Forum économique mondial de Davos est aussi promoteur du culte de Gaïa, et le culte de Gaïa, c'est aussi, il faut le soutenir, une forme d'antichristianisme. Et donc ça nous ramène exactement au culte de Pachamama, de celui qui aujourd'hui occupe le trône pontifical. Et que donc des élus des présidences des plus grands pays du monde jusqu'au trône pontifical, voyez qu'aujourd'hui, hélas, la propagande sataniste n'est plus simplement de la propagande. Le satanisme est pratiqué. Je rappelle que Don Amorce, qui était le sataniste du XXe siècle que l'on retiendra comme vraiment prépondérant. Pardon? Exorciste. Qu'ai-je dit? Don Amorce, qui était l'exorciste, le plus grand connaisseur, je pense, de tout ce qui pouvait se passer dans ce domaine-là,
a, dans une interview, longuement insisté sur le fait que, de sources sûres, il savait que des messes noires, des rituels sataniques se pratiquaient au sein même du Vatican. Donc, ayez conscience que le nouvel ordre mondial est aujourd'hui bien clairement sous la coupe du satanisme, que l'on ne peut combattre le nouvel ordre mondial de façon naturelle, le nouvel ordre mondial par de simples arguments politiques rationnels, que l'on passe à côté de l'essentiel si l'on ne mesure pas que le nouvel ordre mondial est d'essence satanique. Merci pour votre attention.